ce webinaire Julie Sterwen pour vous présenter les résultats de notre baromètre Fijita Workplace 2024, 8e édition. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, quelques mots sur notre cabinet Julie Sterwen. Donc, nous sommes un cabinet en stratégie, transformation, innovation. Nous intervenons sur 4 grandes dimensions, ce qu'on appelle la business transformation, le people transformation, la l'agile transformation et la transformation digitale. Aujourd'hui, nous sommes 600 collaborateurs. 2023, nous avons clôturé à plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Et donc, ce qui nous fait une croissance plutôt sympathique sur les 5 dernières années. Notre motto, c'est le Consulting for Good. Nous sommes une entreprise à mission et le principe de notre fonctionnement, c'est de combiner toutes nos expertises pour créer le maximum de valeur auprès des problématiques que vous nous posez. Et parmi ces expertises, nous avons une expertise que nous appelons expérience collaborateur ou workplace, qui est emmenée justement par David Gautron, qui est ici présent. Sur la reconnaissance du marché, vous voyez que nous avons quelques points de repère, en l'occurrence, dans pas mal de nos expertises. Le journal Décideur nous a classés comme incontournables et excellents. Nous avons maintenant, depuis une dizaine d'années, un label qui nous fait extrêmement plaisir, qui est le BPI Excellence, qui nous est attribué comme les entreprises les plus innovantes. Depuis maintenant 3 ans, nous sommes top 1% des entreprises évaluées en RSE avec le label EcoVadis Platinum. Et enfin, l'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir le label Choose My Company, et pas qu'un petit label, puisque nous avons été classés première des entreprises d'entre 500 000 salariés par IP at Work dans Choose My Company. Nous intervenons beaucoup en R&D, nous investissons près de 8% de notre chiffre d'affaires sur la R&D, 400 parutions par an, de tribunes, de livres blancs, d'études, plusieurs comités scientifiques. Et c'est cette mélange à chaque fois qui nous paraît important, c'est-à-dire la recherche au service du fond et de tout ce que nous publions. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, ce sera Ludivine Montaudin qui a travaillé sur ce baromètre avec nous avec beaucoup d'engagement. Et ce sera Ludivine qui sera votre modératrice ce matin. Donc, on vous propose tout simplement de poser vos questions et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est ce qui fera la richesse des débats avec nos intervenants. Et donc, vous allez dans le chat public et vous envoyez à Ludivine vos questions et elle se fera un plaisir de les modérer et de nous les reposer à la fin de la présentation de ce baromètre. Pour nous accompagner ce matin, 3 personnes. Isabelle Trivilly, qui est la directrice du pôle média et digital de l'IFOP. Donc, nous sommes avec l'IFOP maintenant depuis 8 ans en forte collaboration, puisque c'est avec l'IFOP que nous faisons réaliser ce baromètre. Donc, Isabelle va vous présenter les résultats de ce baromètre. Ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous Henri Bergeron, qui est titulaire de la chaire de transformation des organisations du travail à Sciences Po et qui est directeur de recherche au CNRS. Et Henri nous donnera son regard de sociologue sur ces résultats. Il nous a semblé là intéressant cette année de croiser son regard avec celui de David Gautron, et donc qui est partenaire en charge de cette activité que nous appelons expérience collaborateur, ou en anglais Fijita Employee Experience. Et David, là aussi, viendra partager sa vision sur les résultats qui sont assez intéressants, en tous les cas, pour cette année. Je ne vous en dis pas plus, puisque je vais bientôt laisser la parole à Isabelle, qui va donc nous présenter ces résultats en trentaine de minutes, et durant lesquelles vous pourrez poser encore une fois vos questions à Ludivine. Isabelle, je te laisse la main. Merci Julien, bonjour à toutes et à tous. Donc avant de vous présenter les résultats, un rapide rappel méthodologique pour que vous ayez en tête le dispositif qu'on a mis en place. Donc il s'agissait d'une étude réalisée en ligne, donc auprès d'un large échantillon, donc de 1000 collaborateurs d'entreprises de 500 salariés et plus, représentatifs en termes de taille salariale et de secteur d'activité, auquel nous avons ajouté un échantillon complémentaire de 300 managers, ce qui fait qu'au final, notre structuration d'échantillon nous a permis de disposer de bases de répondants très solides sur 2 cibles qu'on
va étudier tout au long du baromètre et sur lesquels on a focalisé nos analyses, les collaborateurs d'une part, où on a plus de 400 collaborateurs, et les managers d'autre part, où on en a plus de 800. Donc pour commencer, je vous propose de dresser un état des lieux de l'hybridation. Nous avons défini la transformation hybride comme le passage à une organisation hybride du travail qui nécessite la mise en place du télétravail, bien évidemment, mais aussi la mise à disposition d'outils digitaux, des espaces de travail adaptés et un accompagnement sur l'adoption de ces nouvelles pratiques. Comme vous pouvez le voir, cette transformation hybride est largement amorcée dans les structures que nous avons interrogées. Donc, pour rappel, c'était des entreprises de 500 salariés et plus, puisqu'elle est à minima enclenchée dans les 3/4 des cas, voire même achevée, finalisée pour un quart. Et à titre individuel, ce que vous voyez à droite de la slide, les 2/3 des salariés interrogés, on en a 65%, qui nous disent être concernés par cette transformation hybride. Donc, c'est ce qu'on va appeler la cible hybride tout au long de notre analyse. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce sont des collaborateurs ou managers qui soit sont eux-mêmes concernés parce qu'ils travaillent personnellement à distance ou concernés de manière indirecte parce que certaines personnes de leur équipe travaillent à distance. Un premier renseignement qu'on voit toujours, à garder en tête, on a toujours des managers qui sont plus concernés par cette organisation du travail hybride, 76% versus 49% pour les collaborateurs. Et on leur a posé la question de savoir si cette organisation hybride était un critère important pour eux. Non seulement donc, on a vu qu'elle était bien installée, mais elle est de plus en plus déterminante, puisqu'on en a 44% de l'ensemble de nos collaborateurs interrogés qui accordent de l'importance aujourd'hui, donc ils nous disent que c'est primordial, voire même très important, de pouvoir travailler en modèle hybride. Ce qui est important à noter, c'est que ce chiffre est en progression par rapport à l'an dernier, c'est 7 points de plus que l'an dernier. Et petit focus sur les jeunes, les moins de 35 ans sont encore plus sensibles à ce mode d'organisation. Intéressant à garder en tête dans une optique de recrutement des nouvelles générations et des futurs collaborateurs. Donc, au-delà de ces premiers constats, quels sont maintenant les effets de cette transformation hybride? Nous avons pu identifier donc, plusieurs bénéfices clairs. Donc, l'impact est positif à double titre. Tout d'abord vis-à-vis de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis de soi-même, à titre individuel. 78%, vous le voyez, des salariés concernés par cette transformation hybride, par ce mode d'organisation hybride, considèrent que ce nouveau mode d'organisation a un impact positif pour leur entreprise. Au-delà de l'impact positif pour l'entreprise, on observe un consensus sur le bénéfice en termes d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, donc qui est largement reconnu par 85%. Et enfin, on a également un impact positif sur la productivité individuelle, puisque c'est perçu par 62% des collaborateurs. Le complément n'est pas un impact négatif, vous le voyez, c'est simplement certains qui ne perçoivent pas d'impact. En tout cas, l'impact négatif est marginal. Et dans tous les cas, ce qu'on peut quand même voir, c'est que s'il y a un consensus sur le meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle, on observe des managers, donc les petites étiquettes que vous voyez en rose, qui sont encore plus convaincus de l'impact positif de cette transformation hybride, que ce soit pour l'entreprise ou sur la productivité individuelle. Un autre bénéfice qu'on a pu voir émerger est un intérêt sur la flexibilité au niveau de l'organisation du travail. Puisqu'on leur a demandé si, avec ce nouveau mode d'organisation, qu'en était-il de leurs horaires de travail. On voit que la majorité, 54%, nous disent varier davantage leurs horaires de travail, considérer que leur organisation du travail est plus souple qu'avant. Ce chiffre est en nette progression par rapport à l'an dernier, puisqu'on était à 40% il y a un an. Donc, on a une très grande progression du sentiment de flexibilité, de la flexibilité apportée à l'organisation du travail.
Et pour autant, cette attente de flexibilité, elle est encore très forte, pas complètement satisfaite, puisqu'on enregistre 83% donc des collaborateurs qui nous disent qui aimeraient encore plus de flexibilité dans l'organisation du travail. Et pour illustrer d'ailleurs cette attente de flexibilité, on observe que leurs jours de travail en présentiel sont effectivement encore très rigides, puisque 86% d'entre eux nous disent « mes jours de travail sont fixés ». Avec, vous voyez, les jours de la semaine, lundi, mardi, jeudi étant les jours les plus présents, sur lesquels les collaborateurs sont les plus présents au bureau, ce que vous constatez peut-être dans vos organisations respectives. En tout cas, ça veut dire qu'on n'a que 14% qui finalement varient ou en tout cas ont de la souplesse sur leur jour de présence au bureau. Donc, on sent ici qu'on a encore une attente d'optimisation en termes de flexibilité. Donc, au-delà de ces bénéfices, des craintes ou des difficultés, évidemment, sont exprimées. Ce serait trop beau s'il n'y avait aucun problème ou aucune difficulté ressentie. Le premier élément qu'on souhaitait partager avec vous, c'est le risque de diminution du sentiment d'appartenance qui est toujours ressenti par la moitié des collaborateurs, et ce, encore plus par les managers. 55% le déplorent, contre 43% des collaborateurs. Au-delà de ce risque de diminution du sentiment d'appartenance, on a pu voir émerger d'autres écueils associés au modèle hybride et qui sont particulièrement déplorés par les managers, une fois encore. Le premier, c'est l'excès de mails ou de messages. On en reçoit beaucoup et c'est trop. Le deuxième, c'est une certaine difficulté à accéder à l'information. Donc, à accéder à l'information pour les collaborateurs, 37% nous disent qu'ils ont plus de difficultés à trouver les informations qu'ils recherchent. Les managers, pour plus de la moitié d'entre eux, reconnaissent qu'il leur est parfois difficile de s'assurer que leur collaborateur ait le bon niveau d'information. Et enfin, ce qui fait aussi écho au risque de diminution du sentiment d'appartenance qu'on a vu précédemment, on voit apparaître un isolement, un sentiment d'isolement des collaborateurs au détriment du lien social et du collectif. Les collaborateurs, 41% d'entre eux nous disent avoir l'impression de s'isoler, de perdre le lien avec leurs collègues. Et la moitié des managers ont le sentiment, effectivement, que leurs collaborateurs se désengagent du collectif. Et on s'est intéressé également à l'impact de ce modèle hybride sur les réunions. Donc là, on observe une certaine ambivalence, on peut dire, puisque d'une part, on a plus de la moitié, donc 63% des collaborateurs qui reconnaissent que la qualité des réunions a progressé. Les managers en première ligne, 67% nous le disent. Mais parallèlement, on a de nombreuses, on va dire, dysfonctionnements ou regrets qui émergent. Un sentiment de réunionite, on va dire pour la moitié d'entre eux, le nombre de réunions a augmenté, et ce, de manière encore plus fortement exprimée par les managers, à 59%. Avec, au-delà du nombre de réunions, différents désagréments qui viennent, on va dire, rendre l'expérience des réunions un petit peu moins agréable, avec des problèmes techniques où on perd facilement un peu de temps avant chaque réunion à se caler pour être sûr que tout fonctionne. On voit qu'on a aussi une certaine difficulté ressentie à mener une réunion quand à la fois des participants sont en présence et d'autres à distance. Donc, c'est peut-être aussi des choses que vous rencontrez, vous, dans votre quotidien. Des difficultés, en fait, à se concentrer quand on est en réunion, ou encore voilà, des problèmes de son, donc des problèmes techniques. Donc, différents désagréments qui peuvent venir perturber, on va dire, le bon déroulé des réunions dans ce mode de travail hybride.
Donc, dans ce contexte-là, quel est le rôle des managers? Donc ça, c'est un domaine que l'on suit depuis, un sujet que l'on suit depuis la première édition du baromètre. Et un des indicateurs que nous suivons en particulier est celui de l'impact sur les postures et pratiques managériales de la transformation numérique. Donc, au départ, c'était vraiment la transformation numérique, puis on a fait évoluer cette notion pour parler aujourd'hui de l'impact du modèle hybride, de cette organisation hybride sur les postures et pratiques managériales. Qu'observe-t-on? Eh bien, non seulement il n'y a pas de fléchissement, parce que cet impact est réel. On a 66% des managers qui nous disent oui, aujourd'hui encore, le modèle hybride impacte mes postures et pratiques managériales. Mais en plus, vous pouvez voir que la courbe rose clair en bas, qui représente le oui tout à fait, ne cesse de monter. Donc, voilà, on a un niveau de conviction qui se renforce au fil du temps. Et cette organisation hybride, qui a donc des implications sur les postures et pratiques managériales, a d'ailleurs conduit les managers à mettre en place différents types de process. On le voit, plus de, on va dire 8 sur 10 environ, nous disent avoir été amenés à instaurer un rythme régulier de réunions collectives, individuelles dans l'équipe, ou encore avoir eu besoin, ou ressenti le besoin de définir des règles de fonctionnement dans l'équipe. Ou enfin, les 3/4 nous disent avoir introduit de nouveaux usages dans leur façon de superviser et animer leur équipe. Et pour faire écho à ces nouveaux usages, ce qui est intéressant, c'est de voir la conception qu'ont aujourd'hui les managers de leur rôle. Nous leur avons demandé, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être un bon manager dans un contexte hybride? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? À quoi ça fait? Qu'est-ce que ça nécessite? Donc là, c'est une question complètement ouverte. On les a laissés s'exprimer. Il en ressort prioritairement un besoin d'écoute et d'accompagnement des collaborateurs, donc cité à 54%. Donc, on nous dit qu'il faut savoir laisser de l'autonomie, vérifier que le travail, tout en vérifiant que le travail est bien fait. Un bon manager doit être à l'écoute, anticiper les charges de travail, rester en contact avec toute son équipe. Et ce, très loin devant la vision verticale descendante du leadership, on voit qui est à 14%, et qui très longtemps, dans les différentes éditions du baromètre, était dominante dans cette perception du rôle du manager. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a particulièrement marqué et qu'on trouve très intéressante à avoir en tête. Et dans ce nouveau rôle qui leur incombe, les managers se considèrent largement à l'aise. On leur a demandé, 91% se sentent à l'aise dans ce nouveau rôle de manager, dans ce contexte hybride. Et en parallèle, on a posé la question aux collaborateurs, est-ce que vous considérez votre manager comme à l'aise dans cette nouvelle posture? On voit que très majoritairement, les collaborateurs s'accordent à reconnaître que oui, leur manager est à l'aise. On en a plus des 3/4, 77%. Pour autant, le modèle hybride peut quand même poser des difficultés d'ordre managérial. Vous voyez à gauche des différentes dimensions sur lesquelles on a interrogé les managers en leur demandant si ça leur était aujourd'hui plus ou moins facile qu'avant. Et il en ressort, si on regarde les premiers items en termes d'organisation, d'exercer efficacement son rôle de manager, globalement, on voit que la barre verte est plutôt plus importante que la barre rose qui correspond, le vert étant le plus facile qu'avant, le rose, une perception de moindre facilité par rapport à avant. Quand sur les 3 dernières dimensions qu'on vous a pointées, on a 30 à 40% des managers qui ressentent plus de difficultés qu'avant à dynamiser ou animer leur équipe, à accompagner leurs collaborateurs dans leur développement ou encore à détecter les signaux faibles. Et qu'est-ce qu'on observe en miroir si on s'intéresse aux collaborateurs?
on observe également des collaborateurs qui, finalement, sont aussi, on va dire, un tiers à plus de 40% à déplorer certains points, notamment une insuffisance de leur manager à se positionner en coach, ou encore des difficultés à exprimer, à partager leurs difficultés, et la crainte que le manager ne parvienne pas parfaitement à évaluer leur travail. Donc, on voit vraiment des difficultés qui font finalement écho aux difficultés également ressenties par les managers. Et d'ailleurs, les collaborateurs sont d'ailleurs beaucoup moins convaincus que les managers que le modèle hybride est de nature à renforcer les liens, que ce soit au sein de l'équipe, puisqu'on n'en a que 17% qui nous disent « oui, avec ce mode d'organisation, nos liens au sein de l'équipe se sont renforcés », quand on est à plus de 40% de perception chez les managers, ou encore concernant les liens avec son propre manager, où là encore, on a une dissonance et une différence de perception entre les collaborateurs et les managers. Donc, qu'en est-il maintenant de l'environnement de travail ? Nous avons interrogé les collaborateurs sur leur perception des différents environnements de travail, en leur demandant lequel était le plus adéquat pour eux, dès lors qu'ils recherchaient de l'efficacité, de la créativité, de la concentration, du travail de groupe ou de la vie d'équipe. Il en ressort une certaine complémentarité quand même des différents lieux de travail, avec toujours le domicile qui est quand même très bien évalué, puisqu'il est, vous le voyez en vert, il apparaît en tête, donc comme le lieu le plus adéquat dès lors qu'on recherche de l'efficacité devant le bureau individuel fermé ou la concentration. Même chose devant le bureau individuel fermé. Chose plus étonnante, c'est quelque chose qu'on avait déjà perçu l'an dernier. Le domicile arrive également en tête, à un niveau moindre, dès lors qu'on cherche à faire preuve de créativité, à 32%, sachant qu'il apparaît devant le bureau individuel fermé, toujours, et les espaces collaboratifs, donc le bleu, à 16%. Espaces collaboratifs, vous le voyez, qui trouvent finalement leur intérêt pour les deux dimensions du bas du graphique, à savoir le travail de groupe ou la vie d'équipe. Le dernier renseignement concerne l'open space que vous voyez en noir, où en fait on a une vertu qui lui est particulièrement accordée, c'est un espace qui est particulièrement propice à la vie d'équipe. Et dans un contexte où on a vu un risque de diminution du sentiment d'appartenance qui était toujours fort, et où les collaborateurs percevaient on va dire une certaine perte de lien dans les équipes, on se rend compte que la principale motivation à se rendre au bureau, c'est la dimension sociale, à 47%. Mais surtout, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que ça progresse fortement par rapport à l'an dernier. Deuxième motivation, c'est l'accès à du matériel plus adapté. Et la troisième, c'est aussi le sentiment qu'on va être plus efficace au bureau qu'ailleurs. Et là aussi, on a une progression par rapport à l'an dernier. Donc finalement, le bureau, on va dire l'espace de travail collectif, va retrouver de plus en plus d'atouts. En tout cas, les collaborateurs en sont vraiment convaincus, tout en percevant des bénéfices évidents aussi à travailler à domicile. Et pour finir sur cette partie d'environnement de travail, on a interrogé les collaborateurs cette année sur la notion de gestion éco-responsable des locaux. Il s'avère que c'est un enjeu qui mobilise très largement les collaborateurs, puisque 94% jugent intéressant le fait que les entreprises entreprennent des actions en ce sens. On constate que c'est un sujet sur lequel les entreprises ont largement investi, puisque 71% nous disent que leur entreprise est déjà très avancée sur ce sujet.
Enfin, je vais terminer par l'équipement. Donc là, la question était de savoir si les collaborateurs étaient correctement équipés pour bien gérer ce mode de travail hybride. La réponse est oui, en termes d'équipement, puisque plus de 8 sur 10, 82%, nous disent disposer des outils nécessaires pour travailler efficacement à distance. Ce taux est de 73% pour les collaborateurs et de 88% pour les managers. D'ailleurs, le sentiment de maîtrise est incontesté. 97% nous disent oui, j'ai le sentiment de bien maîtriser ces outils. En revanche, là, on commence à voir un léger décrochage où on perd 10 points, même si ça reste très majoritaire, c'est sur le sentiment d'être accompagné pour l'utilisation de ces outils. On en a certes une très large majorité, 87%, mais on voit un petit décrochage par rapport aux 97% qui nous avaient dit bien maîtriser les outils. Et d'ailleurs, seulement 57% nous disent avoir gagné en productivité avec l'utilisation de ces outils. Donc, on a le sentiment que les formations, elles ont sans doute été dispensées au moment du déploiement des outils pour permettre la prise en main des outils. Mais peut-être que l'accompagnement n'est pas suffisant aujourd'hui pour utiliser toutes les fonctionnalités possibles et offertes par ces différents outils. Et de même que sur l'enjeu des locaux, on a interrogé les collaborateurs sur l'idée de l'approche éco-responsable des usages de collaboration et de communication. Et ici également, cette approche éco-responsable recueille l'assentiment de l'ensemble des collaborateurs. On le voit, 88% trouvent intéressant que les entreprises s'engagent dans ce sens. Et là encore, les entreprises se sont relativement emparées vraisemblablement de ce sujet pour les 2 tiers. Donc, un tout petit peu moins que ce qu'on a vu sur les locaux éco-responsables, où on était à 71% pour rappel. Donc, il y a encore matière à travailler, sachant qu'on le voit, ce sont des thématiques qui parlent et qui sont porteuses pour les collaborateurs. Et pour finir, on ne pouvait pas conduire cette nouvelle édition du baromètre sans parler d'IA et d'IA générative. Donc, sans surprise, en tout cas, on voit que ces outils d'IA générative s'installent dans les usages. 41% des collaborateurs que nous avons interrogés nous ont dit que leurs entreprises avaient développé des initiatives sur ce sujet. On parle ici d'aide à la décision par l'intelligence artificielle. Et pour 18%, ces outils sont utiles, leur sont utiles au quotidien, sachant qu'on voit que l'utilité est encore plus forte pour les managers, puisque un quart d'entre eux nous disent aujourd'hui que oui, ces outils leur sont utiles au quotidien. Donc indéniablement, voilà, ça va être clairement intéressant de suivre dans le temps pour voir comment ils s'approprient ces outils et voir l'usage qu'ils en font et les bénéfices qu'ils en retirent. Eh ben, merci Isabelle pour ces premiers résultats synthétiques, hein, parce que l'étude est beaucoup plus longue, hein, mais en l'occurrence, on a essayé de vous retirer avec Isabelle, David et Ludivine, je dirais la substantifique moelle de cette étude. Alors, il nous reste à peu près une trentaine de minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions à David et Henri, et voir Isabelle aussi si vous avez des questions de précision. Ludivine sera là pour les réceptionner et nous les poser ensuite. Peut-être si on garde notre structuration de ce baromètre, hein, qui est structuré autour de 4 axes finalement. Hein. Il y a l'axe managérial, il y a l'axe organisation, il y a l'axe workplace et il y a l'axe outils. Je vous propose de revisiter ces 4 axes avec une question sur chacun des axes, avec David et Henri. Je vais commencer par David. Finalement, Isabelle l'a bien souligné, on voit sur les outils que finalement, et on l'avait déjà constaté dans les paramètres précédents, hein, que le taux d'équipement avait extrêmement était presque à saturation, je dirais, dans les organisations. Et on voit poindre le sujet, 2 sujets finalement. Hein. Le premier sujet, c'est que l'accompagnement de ces outils semble baisser dans les organisations. Et 2, qu'on a un enjeu de productivité avec ces outils.
et arrive en même temps l'IA, hein, qui devient une nouvelle couche. Donc David, quelle est ta vision, quel bilan peut-on faire et comment on peut expliquer ces évolutions selon toi? Ouais, alors effectivement, les deux maîtres mots, hein, on le voyait, c'est vraiment productivité et personnalisation, hein. C'est ça qu'il y a à retenir sur cet axe pour cette année. Productivité parce qu'effectivement, le persona manager est devenu un peu central, hein, dans la transformation digitale, hein. Faut vraiment l'aider à piloter. Vous vous rappelez, l'année dernière, on a dit que c'était même peut-être le digital discriminant pour le manager en lui-même, hein. Son incapacité à faire pouvait poser un vrai problème dans l'organisation de son équipe, et du management hybride, évidemment, en corollaire. La montée en puissance de l'IA, effectivement, est forte, hein, parce que c'est x2 en moins d'un an, plus de la moitié, hein, pour les managers cette année, qui disent l'intégrer dans leur pratique. On voit que les collaborateurs aussi s'y acculturent. Donc effectivement, l'enjeu où on a eu des plans de formation, d'accompagnement global, qui étaient très à l'échelle, mais plutôt sur des usages simples, on va dire, avec des fonctionnalités plus transactionnelles, de collaboratif, là est un petit peu bousculé pour aller rechercher des usages beaucoup plus sophistiqués. Donc ça, c'est le premier point peut-être qu'on peut avoir. Et puis effectivement, se dire qu'il y a quand même aussi une conscientisation du digital qui est un peu différente. C'est intéressant de voir le numérique responsable enfin émerger. C'est une question qui était barométrique qu'on avait chaque année, où on n'avait pas forcément de grands résultats. Je pense que les gens voient aussi des effets de bord de leurs usages aussi. Et donc les deux sont forcément assez liés. C'est à la fois être plus performant, mais aussi ça passe par de la sobriété aussi dans les justes usages, entre guillemets, du collaboratif. Ouais. Merci. Henri, finalement, ce que dit ce baromètre 2024, il y a deux grandes tendances sur les aspects management, hybridation et voire flexibilité. Finalement, on comprend que l'hybridation est installée et peut-être que, et ça fait partie des messages importants qu'on passe dans cette nouvelle enquête, c'est que les managers s'y complaisent, c'est-à-dire que les managers s'y sentent bien dans cette hybridation, qui est un peu la grande surprise par rapport aux années précédentes, hein, parce que c'était d'abord les collaborateurs, les managers étaient un peu perdus avec les résultats qu'on avait l'année dernière, et là ils nous disent ça va bien. Et on sent aussi que finalement, le télétravail, c'est bien, mais c'est surtout la flexibilité qu'on veut aller chercher et qu'on cherche, hein. Beaucoup de think tanks poussent à la flexibilité du travail. L'enjeu étant de dire, peu importe à l'heure à laquelle je travaille, l'objectif, c'est que je puisse faire mes heures et que je sois au service de l'organisation. Donc, si je veux déposer mon enfant à 8h30 à l'école et commencer à 10h30 pour terminer à 20h, ça ne me pose pas un problème. Comment toi tu vois ces évolutions-là? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu? Alors déjà, je vais dire d'où je parle parce que c'est important. Donc nous, on mène dans le cadre de cette chaire à Sciences Po pas mal de travaux sur effectivement sur l'hybridation et ses conséquences sur le contrôle managérial. Je le dis d'une manière très neutre, hein. Contrôle, c'est la capacité à contrôler ses équipes, à discuter avec elles, à les engager. Donc, je prends le terme de contrôle, pas du tout dans son aspect péjoratif. Et on le fait de manière qualitative. Donc, on le fait dans différents secteurs. On l'a un peu fait dans le secteur de l'assurance, de la banque. On le fait maintenant dans une grande organisation, une grande entreprise de technologie et également dans la fonction publique. Alors, votre baromètre, il donne un résultat qui est un peu étonnant parce que c'est vrai que nous, alors on a fait beaucoup d'interviews qualitatives, j'ai envie de dire toutes choses égales par ailleurs, plus tu as des responsabilités managériales, plus le travail hybride complexifie tes activités de télétravail, de contrôle et de soutien d'équipe. Donc ça c'est assez particulier. Il faudrait, alors comment dire, ça le fait de manière très disparate. C'est-à-dire que tu as des managers qui finalement sont très en soutien de leurs équipes et dont les équipes ont beaucoup besoin du manager. Les équipes ont besoin de leur manager parce qu'il a de l'expertise, parce qu'il a de l'information, parce qu'il peut les mettre en relation avec d'autres personnes. Et là, généralement, les managers se sentent très à l'aise avec le télétravail et le travail hybride.
hybride. Ils n'ont pas l'impression de perdre de contrôle, ils n'ont pas l'impression de perdre le suivi de leurs équipes. Leur équipe, les membres de l'équipe reviennent régulièrement à eux. Hein. Voilà, donc c'est des gens qui sont... Donc quand le manager apporte finalement une plus-value au travail des équipes et que les équipes ont besoin de leur manager pour accomplir leurs tâches, le travail hybride, je dirais, est généralement jugé très positivement. En revanche, dans les équipes où les membres de l'équipe sont assez autonomes, on voit ça typiquement des gens qui sont des spécialistes de certains sujets technologiques, des experts, je ne sais pas, en assurance, et qui donc peuvent travailler en parfaite autonomie. Alors ça, le télétravail, c'est ce que montre notre étude, aurait eu tendance au contraire à approfondir la distance managériale. Et tout ce que les outils, que ce soit des outils coopératifs, de gestion de projet, les messageries instantanées, ne compensent pas ce sentiment de perdre en capacité d'engagement des équipes. Hein, vraiment. Donc voilà, on voit bien que le télétravail et le travail hybride, pour répondre à ta question, il impacte très différemment les équipes selon la texture des relations de chacune des équipes. Et ce qui est intéressant dans votre étude, c'est que finalement, il y a quand même une amélioration. Et donc ça je n'ai pas réponse à tout, mais on peut émettre l'hypothèse que d'abord il y a eu un peu plus de retours, hein, c'est ça qu'il faudrait voir précisément, c'est-à-dire je sais que les associations professionnelles comme la NDRH se font souvent l'écho de la volonté des managers de faire revenir sur place leurs équipes. Je sais que nous, dans les études et dans les organisations dans lesquelles on a travaillé, publiques et privées, eh bien, les gens reviennent tendanciellement un peu plus sur place. Est-ce que finalement cette amélioration de la satisfaction des managers par rapport au travail hybride est aussi liée au fait qu'on est moins dans une situation comme on pouvait l'être juste en sortie de Covid, où finalement beaucoup de gens restaient longtemps chez eux, mais parfois même, hein, c'est pas rare de voir qu'en dépit des accords de télétravail qui sont signés, des équipes font plus de télétravail que ce qu'elles sont censées faire sans être nécessairement sanctionnées par le manager, parce que le manager n'ose pas aller contre ce qui est considéré maintenant par beaucoup des managers comme un droit et comme un facteur d'attractivité. Voilà, donc est-ce qu'il y a, moi je serais intéressé de mettre vos résultats qui montrent l'amélioration et une appréciation plus positive du télétravail chez les managers en lien avec le taux de présence et l'évolution du taux de présence sur les 2 années qui se sont écoulées dans les organisations publiques et privées. Enfin, en l'occurrence, privées, ici. J'ai une question qui me brûle les lèvres, que tu parlais effectivement des injonctions à revenir sur le lieu de travail. Et on voit que beaucoup de dirigeants de grands groupes aujourd'hui demandent à leurs collaborateurs et managers de fait de revenir sur le lieu de travail. Et donc, et on a l'impression qu'il y a une sorte de dichotomie ou de fossé qui est en train de se creuser entre ceux qui nous diraient, et on l'entend, hein, nous en tous les cas, l'hybridation est acquise. Si on veut nous faire revenir au travail, eh ben, dans la possibilité où j'ai le choix, hein, je remettrai en question mon engagement à l'organisation. En tout cas, c'est ce qu'on entend, nous, avec David, dans les organisations qu'on accompagne. Comment tu vois cette diffraction, finalement, entre dirigeants qui disent « revenez tous au travail » et la créativité et la socialisation, tout ça, on ne peut le faire qu'en étant tous ensemble au bureau. Et en même temps, par rapport aux résultats qui ont été présentés par Isabelle, où on sent que la tendance à dire chez moi, je suis bien, la créativité, je la fais bien chez moi. Certes, j'ai la socialisation, et que l'hybridation, encore une fois, c'est un combat acquis, si tu veux. Comment tu peux expliquer ça? Alors, là encore, hein, c'est que des hypothèses parce que c'est compliqué et je pense que c'est pas une réponse de Normand, mais c'est vrai que ça dépend des industries. Si tu es dans le service, ça dépend aussi pas mal de l'organisation. Et une fois de plus, derrière le mot hybridation se cachent des réalités de présence très différentes. Ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qui se cache derrière le besoin exprimé par beaucoup de managers en termes de sociabilité? Vous avez parlé tout à l'heure du risque
de diminution du sentiment d'appartenance qui est exprimé par les managers. Nous, on a essayé de creuser dans nos entretiens qualitatifs. Ok, bien sûr, c'est très chouette de se retrouver ensemble, d'échanger un café, de discuter des enfants. Mais derrière ça, en fait, pour les managers, il y a aussi la récolte de toute une série d'informations et toute une série de petits gestes et de micros-ajustements managériaux qui lui permettent de gérer son équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur place, on va échanger de l'information qu'on aurait plus de mal à échanger en télétravail. On va tenter de prévenir l'apparition de certaines tensions, de certains conflits. On va faire circuler et mieux coordonner ses équipes. Donc, le présentiel permet toute une série de micro-relations, de micro-ajustements qui sont l'essence même du management. Voilà, le management, évidemment, c'est décider, c'est agir. Et les besoins de coaching, pour moi, derrière, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce que vous parlez, vous vous dites, ben, j'ai besoin d'écouter, d'accompagner plutôt que de décider, de diriger, parce qu'effectivement, au cœur du management, il y a cette histoire de décider, voilà, je mets en œuvre ou je décide même de la stratégie de mon organisation, mais il y a aussi, comme je le disais, ce besoin de faire la tournée des popotes, et cette tournée des popotes, elle n'est pas juste dans un besoin de contact humain, elle est vraiment absolument nécessaire à la cohésion des équipes. Voilà, maintenant, quand vous voulez dire quelque chose à quelqu'un ou obtenir une information de quelqu'un, c'est souvent beaucoup plus formalisé et difficile de le faire par Zoom. Vous allez, voilà, quel motif? J'aimerais bien te voir à telle heure. Est-ce qu'on peut organiser une réunion Zoom pour demander une information un peu sensible, un peu touchy? Ça, c'est très compliqué. J'ajouterai un élément supplémentaire, si tu me permets, c'est que c'est d'autant plus difficile qu'on est dans une situation de dépendance vis-à-vis de la personne avec laquelle on doit échanger. Il y a des gens qui sont, comment dire, ça c'est vraiment du verbiage de sociologue, mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de travailler avec nous, et ces gens-là, on n'a pas de difficulté pour les contacter, que ce soit en hybride ou en direct. Puis il y a des gens qui ne sont pas dans notre service, qui ont fonctionnellement pas besoin de travailler avec nous, mais donc nous, on a absolument besoin parce qu'ils ont de l'information ou de l'expertise. Ces gens-là sont difficiles à solliciter. Et la sollicitation par l'intermédiation digitale est beaucoup plus compliquée, alors que la sollicitation sur place est rendu un peu moins difficile. On va attendre le moment où on sent qu'il est ou qu'elle est plus disponible pour rentrer dans son bureau ou aller dans l'open space. On va pouvoir arriver et dire tiens, je te dérange pas. Ah si, bah, je reviens, t'inquiète pas. Voilà. Donc en plus, j'ai envie de dire, ces micro-ajustements relationnels nécessaires et qui sont l'essence même du management sont rendus encore plus difficiles quand les gens avec lesquels on doit interagir sont des personnes qui, fonctionnellement, n'ont pas besoin de bosser avec nous et pour lequel, en fait, j'ai envie de dire, on rajoute des problèmes. C'est-à-dire, ces gens-là n'ont pas besoin de nous, travaillent très bien et à chaque fois qu'on vient les solliciter, ben, grosso modo, on les embête. Et donc, il faut pouvoir négocier de les embêter, c'est plus facile sur place. Et ça veut dire que cette négociation, elle est d'autant plus importante et forte quand on est en haut de la pyramide de l'organisation? Effectivement, alors ça c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que tendanciellement, plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu as des rôles comment dire, de management, plus tu es dépendant de l'information. Parce que, et plus tu as besoin de cette présence. Parce que quand tu es à un niveau de décision importante, alors c'est super parce que tu travailles sur la grande stratégie, tu travailles sur le long terme, c'est extrêmement valorisant et d'une manière générale, les élites managériales comme public aiment ces activités de dessin de la grande stratégie et à ces réflexions qui sont vraiment des réflexions structurantes, mais en même temps, tu ne peux pas être complètement hors sol et tu as besoin d'avoir des informations sur la façon dont ça fonctionne sur le terrain parce que tu fais un reporting à un conseil d'administration, à un COMEX ou à un directeur ou une directrice qui font partie du COMEX. Et c'est vrai que la collecte de cette information devient beaucoup plus compliquée pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure en hybride. Donc tendanciellement, quand tu es manager, tu as besoin d'avoir plein d'informations pour faire ces micros-ajustements, mais également pour ne pas être hors sol. Et moi, quand j'entends tout à l'heure le constat qu'Isabelle pointe sur le fait que ben, finalement, il y a, alors je ne me souviens plus comment tu l'as posé, mais qu'il peut y avoir
un sentiment pour les managers d'isolement, ou alors c'était pour les managers, je ne me souviens plus. Moi, je l'entends vraiment comme le fait qu'on est coupé finalement des informations qui sont les informations nécessaires et dont tu as besoin pour piloter ton organisation, ou à minima pour faire un reporting un peu fondé à ceux à qui tu dois faire du reporting. Merci beaucoup, c'est très éclairant. David, unité de lieu, unité de temps, unité d'action, hein, comme on dit, si on rappelait nos 3 règles au théâtre, l'unité de lieu, on a l'impression que là aussi, le collaborateur a intégré que son lieu était un lieu multidimensionnel et que qu'il soit au bureau ou chez lui ou dans les tiers-lieux, finalement, tout ça était la même chose. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Oui, oui, c'est sans doute un peu la fin de l'opposition, un peu stérile d'ailleurs, bureau versus domicile. Là, on voit qu'on est clairement dans des recherches plutôt de complémentarité, d'avoir une journée la plus sans couture possible, et ça choque de moins en moins de personnes de changer d'espace en fonction de leur activité, même parfois sans s'en rendre compte, hein, c'est devenu un réflexe. Donc c'est le principe d'activity-based working, hein, qu'on connaissait, de choix d'espace et d'outils en fonction de ses besoins, de manière peut-être plus rationnelle, penser à maille individuelle, mais aussi en vue avec son manager et puis par et pour l'équipe. Donc peut-être retenir effectivement plus forte modularité aussi, hein, ça veut dire qu'il y a des effets importants là-dessus, ça veut dire que c'est un peu la fin de l'open space un peu canonique tel qu'on l'a connu. On a plus de micro-espaces où on peut s'isoler, travailler à 3 ou 4 et pas forcément la grande salle de réunion et ainsi de suite. Après, c'est aussi l'analyse de l'activité en elle-même, hein, ce que disait aussi Henri sur la journée, la semaine type de travail, parce qu'effectivement, on n'est pas tous égaux en fonction de son activité, hein, donc il y a des activités dites plus télérobustes et d'autres plus téléfragiles. Donc ça, c'est aussi un vrai exercice que font les équipes, de plus en plus de cartes d'expérience, en se disant quand est-ce que ça fait sens que nous soyons tous réunis sur site, quand est-ce que il y a certaines activités qui sont absolument faisables en télétravail et on perd pas du tout en performance, peut-être dans une logique un petit peu plus transactionnelle, parce qu'effectivement, Henri le disait, on connaît très bien son équipe, on sait le faire en autonomie, c'est très clair avec son manager. Donc voilà, la caricature un peu polarisante de l'un est mieux que l'autre a plus trop de sens cette année. Peut-être aussi rappeler cette logique un peu de travail asynchrone qu'expliquait aussi Henri, c'est-à-dire que effectivement, on voit que la réunion a repris, la réunion digitale, un poids très fort. Donc c'est comment on prépare ces instances-là au mieux pour optimiser ce temps d'échange, distribuer la parole, quel est le temps optimal, surtout comment on se projette sur la suite. Donc nous, on a par exemple le cycle code, hein, qui permet vraiment de filtrer ça, avec le C de canaliser quels sont les bons outils, le bon partage d'informations, sur l'organisation de l'équipe, hein, trouver les bons rituels managériaux, pour détecter les signaux faibles, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a quand même des choses à intégrer, quelles que soient les situations, et que le non-verbal, enfin tout ce qui a été dit, se perd aussi, hein, avec le digital. Et le E pour énergiser le collectif, c'est qu'effectivement, il faut se retrouver des temps d'échange qui soient qualitatifs. Et le retour sur site, on l'a vu, hein, Isabelle l'a dit, c'est aussi beaucoup du facteur social et pas tant du transactionnel de travail. Alors, il se trouve que nous avons des questions, alors je dirais dans la salle, si je suis cohérent. Une question extrêmement intéressante. Les collaborateurs et les managers de terrain ont bien compris l'intérêt sur la flexibilité, mais le top management est loin d'être convaincu. Et c'est lui qui donne le là. Comment faire pour changer les mentalités? Alors, est-ce que Henri, tu as des pistes pour ça, sur cette notion de flexibilité? Est-ce que ça t'inspire? Ou David, d'ailleurs. Alors bon, je ne sais pas si je peux répondre de manière très générale comme ça. Le premier point quand même, c'est que c'est pas évident que ce soit une question
une question de mentalité. C'est pour moi plus une question de besoin des uns et des autres. Les gens sur le terrain, effectivement, globalement, ce que montrent nos recherches, c'est qu'ils sont satisfaits. Et notamment, ils sont d'autant plus satisfaits qu'ils sont autonomes dans leur travail. Autonomes au sens sociologique du terme, c'est-à-dire je n'ai pas besoin des autres. Et quand on n'a pas besoin des autres, et ben c'est vrai, on regrette un peu le fait de ne pas déjeuner à la cantine, le fait de ne pas être au café pour discuter, mais finalement, ces coûts sont largement inférieurs aux gains que leur procure en termes de trajet, en termes de respect, d'équilibre vie familiale, vie privée, éventuellement aussi de productivité. Hein. Et là, je ne parle pas, bien sûr, tout ça est à relativiser avec les conditions du télétravail à la maison, parce que les gens sont très inégaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une tendance forte. Et ceux de la base qui expriment le besoin de revenir sont généralement des gens qui ont besoin des autres pour travailler. Donc, par exemple, on le voit dans des gens qui sont dans des groupes projets. Et dans ces groupes projets, quand il y a une asymétrie forte de dépendance entre les gens, c'est-à-dire certains qui sont beaucoup plus dépendants que d'autres. Hein. On sait qu'il y a des groupes projets où, je sais pas, moi je dis par exemple un codeur, un informaticien, un designer, quelqu'un du marketing et de la finance, ils ont tous mutuellement et réciproquement besoin les uns des autres. Là, il n'y a pas de problème. Mais souvent, il y a informellement un leader dans un groupe projet. Et ceux qui sont, entre guillemets, à la traîne derrière ce leader, parce que le leader a l'expertise qui est essentielle au bon fonctionnement du projet, ben pour eux, c'est difficile. Donc la base, mais tendanciellement quand même, des gens qui travaillent, j'ai envie de dire la base, mais au sens très valorisant du terme, parce que c'est eux qui produisent les biens et les services que produisent les entreprises. Tendanciellement, ces gens-là voient bien les avantages du télétravail, et de cette hybridation. En haut, ce n'est pas une question de mentalité, c'est qu'eux, ils ont d'autres besoins. Et ces besoins, c'est ceux que j'exprimais tout à l'heure. C'est-à-dire ils ont besoin de faire des micro-ajustements et le présentiel qui est moins formel leur permet. Et ils ont besoin d'information parce que l'information est le nerf de la conception de leur stratégie et des échanges qu'ils ont avec leurs parties prenantes importantes. Donc au moins, ce que je peux répondre, c'est que c'est vraiment des histoires de besoins respectifs, différents, tout aussi légitimes d'un côté que de l'autre, plutôt qu'à mon sens une question de mentalité. C'est comme ça que je répondrai à la question. David, c'est ce qu'on avait appelé l'année dernière la responsabilité réciproque. C'est réciproque, oui, tout à fait. Être congruent sur ses besoins, mais aussi au service de l'intérêt général, hein, et pas que être dans des micro-deals dont parlait aussi Henri, manager-collaborateur, mais bien avec cet effet de réciprocité, tout à fait. Ludivine, je te propose de poser les éventuelles autres questions que... Oui, bien sûr. Alors peut-être du coup un commentaire en tout cas qui était un petit peu similaire à la question juste précédente et qui était de dire, donc voilà, c'est regrettable ces changements de politique de travail. En fait, c'est l'absence de sens qui est embêtante. À la limite, finalement, revenir 2, 3, 4 ou 5 jours au bureau, pourquoi pas, mais surtout, finalement, c'est pourquoi. Et donc, c'est aller donner du sens, ce que expliquer un petit peu avec les éléments Henri. Autre question qui arrive, c'est est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a 41, donc peut-être plus pour David, 41% des salariés utilisent d'ores et déjà l'IA aujourd'hui dans leur quotidien et dans leur travail? Alors c'est une intéressante question parce que c'est plus une question de perception pour l'instant. Donc Isabelle me contredira pas, mais il y a forcément aussi l'effet usage personnel et vie privée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup communiqué sur ça, donc il y a un effet de bascule qu'on a même nous vu opérer en fin d'année. Donc les usages sont émergents, mais foisonnants. Ça veut dire que mon cabinet est très positionné sur ces sujets-là. Effectivement, il n'y a plus une seule entreprise qui se pose pas des cas d'usage très précis, qui cherche à vraiment sanctuariser les points de performance qu'on peut obtenir par ça. Donc là, pour le coup, on peut utiliser un peu le terme de révolution de l'IA en termes d'application. Donc pondéré ce 41, mais c'est peut-être le 59 des managers là qui est quand même très caractérisant parce que là il y a bascule, plus de la moitié considère qu'ils l'utilisent, c'est très intéressant.
Merci, David. Pour la question de Sandra, que Ludivine a. Alors c'est vrai, enfin, moi je partage votre question sur le pourquoi, parce que les dirigeants d'entreprise qu'on rencontre, ils expriment très souvent, donc quand ils nous commandent, entre guillemets, ce n'est pas des commandes puisqu'on est chercheurs, mais quand ils nous proposent de faire une étude chez eux pour comprendre un peu les impacts du travail hybride sur deux choses, les collectifs de travail et les capacités managériales, il y a un espèce de sentiment diffus de perte de contrôle, que l'organisation est en train de se désintégrer, alors au sens sociologique du terme, c'est-à-dire que les parties ne tiennent plus vraiment ensemble, que le sentiment d'appartenir à une aventure commune s'effrite. Et en fait, quand on gratte un tout petit peu, je ne vais pas dire que ça relève du fantasme, mais en tout cas, c'est une crainte qu'ils ont du mal à étayer. Alors, ils nous donnent des exemples. On a de l'absentéisme, on a des gens qui nous demandent plus de congés, des syndicats qui veulent obtenir toujours plus au détriment de l'intérêt collectif. Par exemple, on a ce genre d'expression. Et nous, quand on va sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où c'est vrai. Et j'ai donné quelques-unes des raisons qui permettaient peut-être de l'expliquer. C'est-à-dire, il y a des endroits où effectivement, les équipes, ça devient des archipels, c'est complètement éclaté, il y a peu de contacts en commun, et ça, c'est difficile pour les managers d'accepter ça, même si finalement, c'est pas sûr que ce soit dysfonctionnel au sens de la productivité et de l'accomplissement des tâches. Voilà, moi j'ai vu des managers qui sont complètement déprimés, incapables de faire revenir leurs équipes sur place, et pourtant des équipes, entre guillemets, qui délivrent ce qu'elles sont censées délivrer. Donc c'est pour ça que je dis c'est un sentiment diffus, parce que finalement, dans certains endroits de l'organisation, le fait qu'il y ait plus ces collectifs, c'est pas forcément dysfonctionnel. L'autre point que je vais ajouter, qui est plus d'un niveau macro, c'est-à-dire que il y a aussi parfois, enfin, on est dans on est à une époque, on en a beaucoup parlé, où énormément de nuages s'accumulent sur notre avenir commun. Guerre en Ukraine, crise écologique, peut-être nouvelle crise sanitaire, ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que ça, on le remarque aussi dans pas mal de nos travaux, même si on ne peut pas encore vraiment l'étayer statistiquement. De plus en plus de travailleurs, de salariés ou d'agents de la fonction publique se mettent un peu en retrait de leur travail. En retrait parce que c'est vrai que quand on peut plus se projeter dans l'avenir et dans un avenir commun, quand le contrat social a tendance un peu à s'effriter, c'est un peu, ça a comme conséquence un repli sur l'ici et le maintenant. Et beaucoup de gens, dans les interviews qu'on peut faire, nous disent non, j'aime bien toujours être professeur d'école, ou oui, être médecin, j'ai toujours cette vocation pour ça, mais on sera quoi dans 10 ans? Donc, est-ce que je n'ai pas intérêt à privilégier maintenant ma vie de famille, mes équilibres personnels, au détriment de l'investissement dans le collectif organisationnel? Et ils se mettent un peu, on a décrit ce phénomène de quiet quitting, ils se mettent un peu en retrait. Et donc ça devient très difficile de les engager. Et le télétravail et l'hybridation a certainement contribué à approfondir une tendance qui était déjà une tendance un peu indépendante de ces questions d'intermédiation digitale et d'hybridation. Voilà, les gens sont un peu en position de retrait. Le quoi qu'il en coûte du confinement a beaucoup contribué à retravailler ce lien qu'on avait au travail, c'est-à-dire que en étant financé, on a redécouvert l'importance de certaines expériences sociales qu'on avait mis un peu de côté au profit d'un travail roi. Voilà, les amis, la famille, même si on ne pouvait pas voir les amis autrement qu'en distanciel, hein, et tout en étant payé, donc en n'étant pas dans la nécessité de travailler en tout cas de chercher un travail pour survivre. Et voilà, donc je pense qu'il faut inscrire aussi toutes ces questions sur les difficultés d'engagement et le fait que les collectifs ont tendance un tout petit peu parfois à s'écrouler, notamment un peu en conséquence de l'hybridation. C'est aussi en conséquence d'une époque assez particulière qui fait que la projection dans le futur est plus compliquée. Je donne un dernier exemple pour bien signifier. On le sait par exemple que les fumeurs invétérés ont tendance à se regrouper dans les classes sociales qui sont les moins favorisées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, arrêter de fumer
à 45 ans pour espérer gagner 5 ans de vie en bonne santé de 80 à 85 ans, et ben ça a beaucoup moins de valeur quand on ne sait pas si on va avoir la traite que quand on sait qu'on va le passer sur un yacht en Méditerranée. Donc cette absence d'avenir favorable a tendance à faire qu'on se replie sur l'ici et le maintenant. Et le travail hybride approfondit certainement les capacités et ces tendances des gens à se concentrer sur l'ici et le maintenant. Je ne sais pas si je suis très clair quand je vous dis ça. Oui, très clair et très éclairant là aussi. Merci Henri. Ludivine, une toute dernière question puisque nous arrivons à l'heure de 10 heures. Alors, compte tenu du temps, du coup, peut-être une pour Isabelle avec une question sur la corrélation entre l'appétence au travail hybride et l'âge des sondés. Est-ce qu'on fait un lien ? Oui, complètement. Les divines, on a vu effectivement que les moins de 35 ans, en fait, sont plus enclins à travailler de manière hybride. Donc, en fait, on a une proportion plus importante à le faire. Effectivement, quand on leur a demandé quelle était l'importance pour eux de le faire, on a vu que c'était un critère aujourd'hui qui était particulièrement important pour les collaborateurs, pour près de la moitié d'entre eux. Et ce critère prend encore plus d'importance pour les plus jeunes. Donc il est clair que c'est très important. D'ailleurs, on le voit dans les processus de recrutement aujourd'hui. Je pense que vous êtes aussi tous confrontés à ça. Moi, ça fait partie des questions. Moi, c'est même plus une question, en fait. Je veux dire, c'est pas est-ce qu'il y a du télétravail, est-ce qu'il y a du travail hybride, mais c'est combien de jours, c'est comment s'organise ce travail-là aujourd'hui et ce mode d'organisation. Donc, clairement, ça fait partie aujourd'hui. Moi, c'est un prérequis indispensable pour les plus jeunes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Merci Isabelle pour ces résultats. Toujours un plaisir de te les voir délivrer chaque année. Encore une fois, une collaboration fidèle et de long terme. Merci Henri pour ton éclairage sociologique. Je crois que ça nous a donné effectivement quelques clés de compréhension de ces résultats. Merci David aussi pour ton expertise et ses regards croisés avec celui d'Henri. Et merci Ludivine. À la fois, parce que Ludivine, encore une fois, a beaucoup contribué sur le contenu des documents que vous allez pouvoir, à un moment ou à un autre, vous télécharger. On vous dira comment, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à ces résultats. Et puis merci à toute l'organisation, je pense à Judith Langrand, directrice de la communication, et Flora, qui sont derrière, vous ne les voyez pas, mais elles sont derrière et elles sont aux manettes de cette organisation. Voilà. Donc, un grand merci à tous. On se retrouve sûrement très prochainement pour un prochain webinaire. Et on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Merci.